Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo de la chaîne Alzheimer jour après jour concernant la communication avec un patient atteint de maladie d'Alzheimer. Nous avons vu dans un premier temps l'importance du contexte dans lequel intervient cette communication. Dans une deuxième vidéo, on a abordé plus concrètement comment parler pour avoir le plus de réponses possible et être entendu et compris par le malade. Et aujourd'hui, je vais aborder avec vous les principales difficultés que l'on rencontre, les principales situations qui se renouvellent souvent, quel que soit le contexte. Le premier problème auquel on est souvent confronté chez un patient Alzheimer, quand la maladie évolue en particulier, mais quelquefois aussi dès le début, c'est l'absence de mots. La personne ne trouve pas ses mots, elle bafouille, elle peut utiliser des mots incompréhensibles, elle peut utiliser un mot pour un autre, ce qui rend difficile la compréhension. Alors là aussi, vous êtes peut-être fatigué de m'entendre vous le dire, mais il va falloir attendre quand on veut obtenir une réponse de la personne. Encore une fois, le cerveau d'un patient Alzheimer tourne au ralenti. Quand vous lui posez une question, quand vous lui dites quelque chose, si vous voulez une réponse, sachez attendre. Encore une fois, soufflez, respirez. Je vous renvoie à toutes les petites vidéos que j'ai faites qui durent quelques minutes et qui expliquent comment se détendre en moins de 3 minutes. Et il y en a 5 ou 6, je pense. C'est important pour vous, c'est important pour le malade que vous accompagnez. Le fait de respirer, de vous détendre, ça va vous permettre encore une fois de recharger vos batteries et de tenir dans la durée. Parce qu'accompagner un patient Alzheimer au jour le jour pendant des mois ou des années, c'est très lourd. Donc, première chose, attendre. Deuxième chose, vous pouvez souffler le mot, bien sûr. Là aussi, comme pour les questions où on proposait 2 choses, eh bien là, vous allez faire 2 essais maximum. Parce que si au deuxième essai de mot soufflé, ce n'est pas le bon, la personne risque peut-être de s'énerver et de jeter l'éponge. Donc à ce moment-là, il va falloir, plutôt que d'insister, proposer d'en reparler plus tard. Ben écoute, c'est pas grave, tout à l'heure, tu seras peut-être plus reposé, on essaiera de reparler de ça, c'est pas important, c'est pas urgent. Donc laissez un délai, et quelquefois un quart d'heure, une demi-heure après, la réponse, elle va venir toute seule, le mot va venir tout seul. Mais n'hésitez pas encore une fois à souffler le mot, mais attendez d'abord. Parce que très souvent, le fait de ne pas attendre fait que le malade n'a pas le temps de chercher le mot et il perd son vocabulaire, il perd son langage d'autant plus vite que vous ne le ferez pas l'utiliser. Donc attendre, c'est lui permettre de conserver un maximum de mots le plus longtemps possible. Ça, c'est la première situation qui est très très fréquente et qui bien sûr va s'aggraver au fil de la maladie. Là aussi, quand on n'a plus les mots, je vous rappelle quand même qu'il nous reste 90% quasiment de moyens de communication. Donc, j'ai vu une fois, dans un service, 2 personnes qui communiquaient. Il y en avait une qui parlait normalement, un langage intelligible. La voisine lui répondait dans un jargon complètement incompréhensible. Mais la conversation, excusez-moi, la conversation a duré relativement longtemps. Et si on avait coupé le son, il était impossible de savoir qu'il s'agissait de 2 patients Alzheimer qui, sur le plan de l'oralité, étaient un jargon incompréhensible. Donc, jusqu'au bout, encore une fois, avec les moyens non verbaux, on peut communiquer avec une personne atteinte de maladie d'Alzheimer. La deuxième situation que l'on rencontre très souvent, c'est la personne qui pose des critiques, des accusations, souvent des accusations de vol. Elle va perdre des objets de façon récurrente. Le cas le plus typique, c'est la personne qui perd ses lunettes, elle les a quelquefois sur le nez d'ailleurs, elle ne s'en souvient plus, et elle va vous accuser d'avoir pris ses lunettes, de les avoir rangées dans un endroit impossible. Alors il faut savoir une première chose, c'est que quand un patient Alzheimer, c'est souvent le cas en début de maladie quand ils ont encore le langage, le fait d'accuser quelqu'un d'autre, c'est se dédouaner quelque part. C'est un mode de défense pour la personne. Ça veut dire c'est pas moi qui vais pas bien, c'est toi qui es le fautif. D'ailleurs, c'est une attitude qui se voit aussi dans la vie courante avec des patients qui ne sont pas Alzheimer. On le fait tous. On a oublié quelque chose, la femme de ménage est passée par exemple, et on va accuser la femme de ménage d'avoir déplacé l'objet. Et 2 heures après, on va se rendre compte qu'en fait c'est nous qui l'avions mis à tel endroit. Donc quand on a une maladie d'Alzheimer, très souvent au début de maladie, la personne se rend compte, elle n'est pas capable de dire bien sûr qu'elle a une maladie d'Alzheimer,
Et elle se rend compte que son cerveau ne marche pas bien. J'ai vu des patients me dire, mais docteur, ça va pas bien dans ma tête. J'ai vu un monsieur qui, lors des premières consultations, me disait, docteur, cet Alzheimer, si je le tenais. Donc, c'est pas courant d'avoir conscience de sa maladie, mais ça arrive dans la maladie d'Alzheimer. Et en tous les cas, ça arrive tout le temps dans la démence vasculaire, où là, les gens ont tout à fait conscience d'avoir des troubles de mémoire. Ils en souffrent et ils essaient de noyer le poisson, de dire, c'est pas de ma faute si j'ai perdu telle chose, c'est la faute de l'autre. Donc, c'est un mode de défense à respecter. Et la façon de dédramatiser la situation, c'est là encore une fois de reformuler, mais de façon extrêmement factuelle, sans porter de jugement, sans donner de conseils, sans proposer de solution, juste reformuler ce qui s'est passé, un peu comme un accusé de réception. Oui, je trouve pas mes lunettes, tu les as encore rangées je ne sais où. Ah bon, si je comprends bien, le problème c'est que tu ne trouves pas tes lunettes. Le fait à l'état pur. Je ne porte pas de jugement sur le fait qu'elle le cherche, je ne porte pas de jugement sur le fait que je ne me défends pas de les avoir rangées ailleurs, je reformule simplement. Le problème. Quel est ton problème? Ton problème, si je comprends bien, c'est ça. Et encore une fois, désolé, vous allez attendre. Et vous allez voir que dans un certain nombre de cas, assez fréquemment, la personne, elle va avouer quelque part qu'elle les a perdus. Ben oui, je suis tout le temps en train de courir après mes lunettes, mais ça fait longtemps que c'est comme ça. Souvent, ça apaise la personne. Parce que si on rentre dans le jeu, si on se défend, la colère va monter chez la personne malade, et souvent on va à l'affrontement. Et puis dans un troisième temps, quand on a reformulé le problème, on peut proposer son aide. Est-ce que tu veux que je t'aide à aller chercher? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Là aussi, ne pas oublier qu'un patient Alzheimer, il a souvent la solution. Je repense à une personne qui avait des insomnies. C'était une petite dame qui était adorable, mais qui appelait souvent la nuit, en début de maladie, elle n'arrivait pas à s'endormir. Et chez ces patients-là, surtout quand ils sont en institution, personnellement, j'évitais de donner des somnifères. Donc, je conseille à l'aide-soignante de lui demander qu'est-ce que vous faisiez, est-ce que ça vous arrivait chez vous de pas dormir? Ah oui, souvent. Et qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là? Qu'est-ce que vous faisiez pour retrouver le sommeil? Eh ben, je prenais la photo de mon mari, puis je la mettais sur mon oreiller à côté de moi. Et en général, je m'endormais. Elle nous a apporté le somnifère sur un plateau, la photo du mari. Alors on s'est renseigné, on a recherché une photo du mari dans ses affaires. Et le soir, quand elle n'arrivait pas à dormir, on lui proposait la photo de son époux, on la mettait sur l'oreiller à côté de son oreiller, à côté d'elle. Souvent, la personne malade a la solution, sauf qu'on oublie de lui demander sous prétexte qu'elle a une maladie d'Alzheimer. On lui a flanqué cette étiquette d'Alzheimer, tu sais plus rien faire, tu te rappelles plus de rien, voilà. N'oubliez pas que l'Alzheimer, il a encore un énorme potentiel auquel on oublie de recourir. J'ai jamais oublié cet exemple de la photo du mari parce que c'est tellement parlant. Ils ont souvent la solution à leurs problèmes. Il suffit de leur demander. Ça, c'était la deuxième difficulté, l'accusation de vol, etc. La troisième difficulté qu'on rencontre vraiment très très souvent, c'est la personne qui va rechercher des personnes de son entourage qui sont décédées, ou bien des lieux. C'est la personne qui est dans sa maison et qui veut retourner dans sa maison. C'est la personne qui cherche son mari qui est décédé depuis 20 ans. Alors là, la solution, l'unique solution, mais qui est vraiment une solution miraculeuse, c'est de faire parler la personne de ce qui la tracasse. En général, quand on est dans une situation comme ça, la personne, elle a fait une marche arrière de quelquefois 20, 30, 40 ans. C'est la dame qui veut aller chercher ses enfants à l'école. C'est le cultivateur qui veut aller rentrer ses vaches. C'est la dame qui veut rentrer chez elle. Eh bien, on va faire marche arrière avec elle, mais en gardant notre cohérence. Parce que on est tenté quelquefois de délirer avec les malades. Mais oui, quand j'aurai fini mon travail, quand c'était en institution, j'irai avec vous chercher vos enfants. On sait très bien qu'on va pas le faire, on est assez mal à l'aise de cette réponse. Et puis en plus, ça marche pas. 2 minutes après, la personne revient et cherche à sortir. Donc faire parler d'eux. Je vais vous citer un exemple. C'est une dame qui était très très gentille, qui n'avait pas de famille, ou qui n'avait pas eu d'enfant, son mari était décédé depuis 20 ans. Et tous les soirs, cette dame qui était valide, eh bien, elle prenait sa valise dans le placard,
Et elle se tournait vers les aides-soignants, elle sortait dans le couloir, elle disait, il faut absolument, absolument que je rentre chez moi parce que mon mari va m'attendre, il va rentrer du travail, il faut que je sois là pour l'accueillir. Une fois, un aide-soignant qui n'en pouvait plus de l'entendre chercher son mari tous les soirs, finit par lui dire, mais madame Attel, votre mari, il est décédé depuis 20 ans. La dame s'arrête, elle regarde l'aide-soignante, elle se met à pleurer, elle lui dit, mais vous vous rendez compte, ça veut dire que je perds la tête. Waouh. Là, vous vous dites, j'ai pas eu la bonne réponse. On n'a pas la science infuse. Cet aide-soignant, comme moi-même à l'époque, on n'avait pas eu de formation spécifique sur la communication avec la maladie d'Alzheimer, avec les malades d'Alzheimer. Quelques mois après, on a eu cette formation. Et très peu de temps après, je me trouve le soir dans le couloir au moment où elle partait chercher son mari. Je lui dis, est-ce que vous voulez bien, on va s'asseoir, on va parler de ce qui vous tracasse. Elle me répond, il faut absolument que je rentre chez moi, mon mari va m'attendre. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il fait votre mari? Il est représentant en chaussures. Quel type de chaussures? Des chaussures d'enfants. Elle me dit, puis c'est assez curieux parce que nous, on n'a jamais eu d'enfants. Et votre mari, il rentre tous les soirs? Ah oui, 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 il va pas très loin, il est représentant dans le secteur, là. Non, non, il rentre tous les soirs. Et puis elle s'arrête. Et elle me regarde et elle me dit, bah oui. Puis maintenant, je sais bien que c'est fini, je sais bien qu'il est mort. C'est du passé, ça. Et voilà. Elle était triste, mais d'une tristesse apaisée. Je lui ai proposé de la raccompagner dans sa chambre. Peut-être d'écouter la radio, la télévision, il était 18h. Elle a accepté, je l'ai raccompagnée dans sa chambre, et le personnel m'a dit que pendant 1 heure, elle avait regardé la télé ou écouté la radio, je ne sais plus, et elle était revenue seulement 1 heure après chercher son mari. Je l'avais apaisée, je l'avais calmée dans sa recherche, et au lieu de revenir 5 minutes après, elle était revenue 1 heure après. C'était 1 heure de gagné. Donc rejoindre l'autre où il est dans sa préoccupation. On a le droit aussi de poser des questions. Les questions fermées dont je vous parlais, oui ou non, mais on a aussi le droit de poser des questions ouvertes, surtout quand les gens sont en début de maladie. Quand j'étais en activité, à un moment donné, j'étais imbattable, on avait pas mal de ruraux dans notre Havane, et j'étais imbattable sur les races de vaches, sur les marques de tracteurs, et aussi sur les bombardements. Parce qu'on avait beaucoup d'hommes qui avaient vécu la guerre, et qui revivaient quelquefois de façon mais très très forte les bombardements. Je me souviens d'un monsieur qui avait eu un vécu très traumatisant alors qu'il avait 15 ans. Il était à Lorient, et vous savez que Lorient a été bombardé violemment. Il était dans un immeuble qui avait été démoli par une bombe. Il avait fait partie je crois qu'ils étaient une trentaine dans l'immeuble. Il était dans les 3 survivants. Et on lui a demandé, avec les 2 autres survivants et un peu d'aide extérieure, de chercher dans les décombres les corps ou les morceaux de corps de ceux qui étaient décédés. Pour un gamin adolescent, 15 ans, c'est extrêmement violent. Quand dans sa démence, il revivait ça, il revivait les bombardements, il était dans une terreur folle. Et la seule façon de l'apaiser, c'était de lui dire, alors, qui est-ce qui bombarde? C'est à quel moment? Il est quelle heure de la journée? Est-ce qu'il y a plusieurs avions? Et on le faisait parler. Et les hommes de cette génération-là, qui après ont fait leur service militaire, étaient parfaitement capables de donner des tas d'informations sur les bombardements. Et le fait de parler, ça finissait par l'apaiser. Et là aussi, pas à chaque fois, mais de temps en temps, il revenait à la réalité, en disant oui, c'est vrai que c'était dur la guerre. Donc rejoindre l'autre là où il est, le faire parler de ce qu'il tracasse, parce que quand il a fait marche arrière, c'est qu'il est tracassé par quelque chose. Je vais vous citer un exemple, j'ai eu une fois une dame qui cherchait à 4h, 5h le soir, il fallait qu'elle aille chercher ses enfants à l'école. Bien sûr, elle avait 95 ans, les enfants en avaient 75. Il y a longtemps qu'ils n'étaient plus à l'école. Lui dire que ses enfants avaient 77 ans ne résolvait pas le problème. Et on l'a fait parler de ça, de ses enfants, mais qu'est-ce qui se passe? À quelle heure? Alors, vous êtes tracassé par vos enfants, ok. Vous avez combien d'enfants? À quelle heure vous allez les chercher? Est-ce que c'est une petite école? C'est une grande école? Est-ce qu'elle est loin de la maison? Vous allez les chercher comment? À pied, en voiture, etc. On la faisait parler. Et petit à petit, souvent, elle revenait aussi à la réalité. Et puis, un jour, on a rencontré sa fille et on lui a dit, est-ce que vous savez, vous auriez une idée de savoir pourquoi votre maman recherche ses enfants à la sortie de l'école très souvent? Elle me dit, moi, j'ai un élément d'explication. Quand on était jeune,
Ma mère a eu un contretemps un jour, elle n'a pas pu venir nous chercher à l'école. Comme l'institutrice n'habitait pas sur place, n'a pas pu rester, elle nous a conduits à la gendarmerie, et ma mère est allée nous rechercher à la gendarmerie, et ça a été la honte de sa vie, alors qu'elle n'était pas responsable, elle avait eu un contretemps. Et elle nous en a très très souvent parlé, c'était vraiment une grosse culpabilité pour elle. Donc quelquefois on a l'explication, quelquefois on ne l'aura jamais. Mais on aura rejoint la personne dans sa préoccupation, et très 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 souvent c'est un rôle très apaisant. Donc voilà les situations les plus souvent rencontrées. Ça va être la même chose si la personne recherche sa maison. Elle est chez elle, elle recherche sa maison. Parle-moi de ta maison. Est-ce que c'est une grande maison? Est-ce que c'est une petite maison? Est-ce qu'il y a un rez-de-chaussée? Est-ce qu'il y a un étage? Est-ce qu'elle est dans un bourg? Est-ce qu'elle est dans une ville? Est-ce que la ville est grande? Est-ce qu'il y a Enfin voilà, vous parlez. Et c'est très apaisant pour la personne. Et très souvent, encore une fois, la personne revient toute seule à la réalité. Moi, j'ai eu un jour une dame qui m'a répondu, oui, puis je sais bien que ma maison, maintenant les enfants vont la vendre. Voilà, c'est étonnant, hein, mais ça marche. Alors, en conclusion de ces 3 vidéos, premièrement, quand vous voulez entrer en communication avec un patient Alzheimer, prenez le temps de vous rendre disponible. Si vous ne l'êtes pas, il va s'en apercevoir. Posez-vous, respirez une fois ou deux, baissez les épaules, reprenez de l'énergie, et ouvrez-vous à l'autre. Regardez-le. Commencez par le regarder avant d'attaquer la communication, de poser la question ou de lui parler, ou de proposer quelque chose. Regardez encore une fois dans quel registre émotionnel il est. La peur, la colère, la tristesse, la joie. C'est pas très compliqué. Quelques secondes suffisent pour voir comment est la personne malade. Et troisième élément, peut-être le plus important, savoir attendre les réponses. 30, 45 secondes quelquefois. Ça marche au ralenti dans un cerveau Alzheimer. Laissez-lui le temps de répondre et profitez de ce temps, encore une fois, pour souffler, vous aussi. Prenez aussi ce temps pour vous. Voilà l'essentiel de ce que j'avais à vous dire pour vous aider, si possible, à mieux communiquer avec les personnes que vous accompagnez, que vous soyez famille ou que vous soyez soignant. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser soit en bas de cette vidéo, soit sur l'adresse professionnelle alzheimerjouraprèsjour@gmail.com, où je pourrai vous répondre de façon plus précise. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo.